Je retrouverai ce salaud. Oh, les bandits, les salauds. Qu'avez-vous fait dans la nuit du 4-5 août 1952? Et toi, commissaire, tu sais ce que t'as fait dans la nuit du 4 août? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Alors, Gustave, dis la vérité. T'es coupable, tu nous l'as dit. À moi, ton aîné, Clovis. Tu sais bien que t'accuses le père faussement. C'est lui qui a tout machiné, c'est toi. C'est toi qui a décidé qu'il fallait accuser le père. Un mot, monsieur Dominici, juste un mot. Moi, je te dis que les Dominici ne sont pour rien là-dedans. Moi, je dis que si. Un coupable, oui, mais pas de mobile et pas de preuve. Holz, garde votre carrosserie en forme. Tous les jours que Dieu fait, Monsieur Shiva fait des miracles. Jusqu'au jour où... On a un problème. Il est irremplaçable. Qui va le remplacer? Echo, personnel temporaire. Echo remplace ce qui est unique. Bâton de berger, Justin Bridou, tellement bon qu'on a envie d'en faire la pub. Bâton de berger, Justin Bridou. Avec Badédas douche, retrouvez les vertus toniques du marron d'Inde. Exquise caresse Badédas. Sa mousse douceur glisse et vous tonifie. Ressourcez-vous en Badédas. Badédas douche à l'extrait de marron d'Inde. Je penserai à toi à 8 heures. À 8 heures, je penserai à toi. Montre que j'adore. Dites-moi, monsieur Duruy, Sursort, comment vous faites? Sursort? Eh bien, je bois Vichy Saint-Yor. Avec Saint-Yor, je me sens léger et toujours d'attaque. Vichy Saint-Yor, quel plaisir d'avoir du ressort. Rien ne vaut la vie des connaisseurs. C'est pourquoi chez Fido, nos vrais patrons sont les chiens. France Inter, l'actualité à 100%. 7h30, Alain Barbeau. Toute l'actualité en 10 minutes sur toutes les stations du réseau Radio France. 8h, Gérard Courchel. Et l'analyse pour mieux informer. 8h30, Françoise Gaujour. Sa revue de presse, c'est plus de 70 journaux décortiqués pour vous. Enfin, Philippe Caloni. Il anime, il charme, il choque. Et entre 7h30 et 8h45, il reçoit le meilleur invité au meilleur moment. Pour tout savoir, pour mieux savoir, écoutez France Inter. France Inter. Les voitures les plus puissantes, les pilotes les plus expérimentés pour un challenge FR3 de rallycross. Spectacle étonnant sur le circuit de vitesse d'essai près d'Alençon, avec la participation des pilotes vedettes du Star Racing Team. Le challenge de rallycross, c'est dimanche 22 juin de 15h à 16h45 sur la 3.
Grattuję.
La plus mauvaise blague de Coluche, sa mort tout à l'heure sur une route de Provence. Le gouvernement reste serein devant les mauvais sondages publiés hier. Tunisie, Mohamed Mzali confirmé dans son rôle de dauphin par Bourguiba. Espagne, une étrange campagne électorale qui mêle le football et la politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coluche nous a joué son plus mauvais sketch aujourd'hui. Dieu sait qu'il aimait nous choquer, nous surprendre, mais sa dernière blague est vraiment du pire mauvais goût. Cette fois, il est allé trop loin, sans doute trop vite, sur une petite route proche de Grasse. Émilie Rafoul. Une grosse moto lancée à une vitesse impressionnante sur cette petite route départementale. Il est presque 17h et Coluche amorce un virage sur sa Honda 1100. Il ne peut pas voir ce camion en pleine manœuvre devant un camping. Le 38 tonnes Tout le monde va sans doute garder de lui une image différente, mais toutes sont des images fortes. Celle de l'acteur inoubliable de Ciao Pantin, celle du copain des potes de SOS Racisme, le Coluche généreux des Restaurants du Cœur, le bouffon du mariage avec le Luron. En 17 ans de carrière, Coluche a cultivé tous les déguisements, multiplié les pirouettes et les provocations. Il a suscité l'émotion et le scandale. Où était-il dans tout cela? Je dis que quand un mec sait pas plus de choses que ça sur un événement, il dit rien. Ce bof était un anti-bof. Cet enfoiré qui a porté la vulgarité et l'agressivité au sommet de l'art du comique avait du cœur. Ça va pas, toi, non? Et comment je le saurais qu'il y a la guerre sur mon levé à télé? Il a connu les petits métiers pour croûter, le café de la gare, où il a amené une petite vendeuse nommée Miu Miu, les succès de la scène, du cinéma, de la radio et même de la politique, avec ce gag énorme de sa candidature au présidentiel. Et sa grossièreté de façade, on l'a même vu faire un tabac au Parlement européen. Lui, que de gauche à droite, les hommes politiques essaieront de récupérer, mais c'est une autre histoire parmi les innombrables histoires. Ces derniers jours encore, avec ses amis, Coluche sillonnait à moto les routes sinueuses de l'arrière-pays grassois. Et le week-end dernier, au Mans, il avait participé à une épreuve de rodéo automobile au cours de laquelle il fit 3 tonneaux, sans dommage, on le voit sur ces images. À fond la caisse, comme il disait sur scène et dans la vie, il avait allègrement franchi toutes les bornes jusqu'à cet après-midi, près d'Opio, dans les Alpes-Maritimes. On va faire une bonne affaire parce qu'on a réuni tout le monde, la droite, la gauche, les curés, les maçons. Autre défi le dernier, les Restaurants du Cœur, c'était l'hiver dernier. 200 000 repas gratuits par jour pendant l'hiver, l'idée de départ avait fait sourire. D'un côté, les pauvres, de l'autre, les excédents de nourriture détruits. Entre les deux, une chaîne de bénévoles. Alors, après Coluche le provocateur, Saint Colucci, il assume avec le sourire. Souvenir sans doute de son enfance difficile à Montrouge. Mais toujours avec un clin d'œil, Coluche déjoue tous les pièges médiatiques. Tu y es? Conflant, Coluche première. Touche pas à mon pote, c'était le même itinéraire en zigzag. Le showbiz au service d'une cause concrète. Le fils d'immigrés italiens était l'un des parrains de SOS Racisme. Mais toujours avec l'air de regarder la vie de loin. Sincérité plus grimace. Dérision, le clown était triste. Les réactions à la mort de Coluche nous arrivent par dizaines. La première a été celle de François Mitterrand, qu'il connaissait personnellement. Le président de SOS Racisme a été déposé aujourd'hui par la CFDT et la CGT pour les 25 et 26 juin, c'est-à-dire les jours des demi-finales du mondial, du championnat du monde de football, des grèves qui risqueraient alors d'être sans doute très impopulaires. Des assemblées générales sont convoquées demain dans l'audiovisuel pour arrêter une décision à ce propos. Suite du conflit entre la France et l'Espagne sur les zones de pêche, des pêcheurs espagnols bloquent depuis ce matin l'entrée des camions de poissons aux postes frontières espagnols. C'est leur réponse au refus réitéré par la France de partager ces zones de pêche. Jean-Claude Zaoui. On ne passait pas ce matin aux postes frontières d'Irún et de Beobi. Des groupes de pêcheurs basques espagnols bloquaient l'accès en Espagne aux camions de poissons venant des pays communautaires.
Des représailles relatives à l'échec des négociations hispano-françaises lundi à Bruxelles. Les Basques espagnols revendiquent des droits historiques de pêche sur la fameuse zone C8 attribuée par la CEE à la France. Il faut savoir que 200 tonnes de poissons passent tous les jours la frontière en direction de l'Espagne, d'où une perte importante pour les professionnels. Moyen de pression important donc pour les pêcheurs espagnols lorsqu'on sait qu'à l'effondrement brutal des prix vient s'ajouter la perte sèche d'une denrée très périssable. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va pour le moment arrêter tout au moins parce qu'il n'y a plus de perte que de bénéfices à travailler comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de protestation des pêcheurs basques espagnols? Le mouvement de protestation, bon, qui n'ont pas tort non plus. Hein? Malgré tout, 50 camions ont réussi à franchir la frontière. En attendant la reprise des négociations lundi à Bruxelles, place aux experts alors qui devront trouver une solution pragmatique pour une meilleure répartition des zones de pêche. Le différend entre la France et la Nouvelle-Zélande, né du sabotage du Rainbow Warrior, ce différend est en voie de solution. Le secrétaire général de l'ONU, Xavier Pérez de Cuéllar, vient d'annoncer qu'il venait d'engager personnellement une procédure d'arbitrage. Ronald Reagan voit avec plus d'optimisme la poursuite des négociations de Genève sur le désarmement nucléaire et spatial. Dans un discours qu'il prononce en ce moment même dans le New Jersey, le président américain vient de dire que les dernières propositions soviétiques pourraient représenter un tournant. Il ne peut pas les accepter telles quelles, mais il lui semble que les soviétiques ont commencé, a-t-il dit, à faire un sérieux effort. Sur l'Afrique du Sud, les parlementaires américains de la Chambre des représentants viennent de causer une surprise en approuvant un projet de loi décrétant un embargo commercial total entre Washington et Pretoria. Un embargo qui a peu de chances d'être appliqué car le Sénat, à majorité républicaine, ne le votera sûrement pas, mais cela prouve en tout cas que le débat sur l'Afrique du Sud est en train de se radicaliser dans la classe politique américaine. En Afrique du Sud, le couvre-feu vient d'être décrété aujourd'hui dans 13 circonscriptions de la province du Cap. Le pays tout entier reste soumis depuis 8 jours maintenant à l'état d'urgence et aujourd'hui certains parlementaires blancs de l'opposition sud-africaine commencent à dénoncer une série de disparitions. Ils disent que plusieurs milliers de personnes, des militants politiques, des syndicalistes et des journalistes ont disparu mystérieusement depuis quelques jours. En Tunisie, le président Bourguiba, 83 ans, vient de confirmer son Premier ministre, Mohamed Mzali, dans son rôle de dauphin. Devant le congrès du Parti socialiste destourien, qui est au pouvoir depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance, il lui a rendu ce matin un hommage appuyé, mettant ainsi un terme aux rumeurs de disgrâce qui couraient depuis plusieurs mois à Tunis. Richard Tripot. J'ai confié sous ma direction les postes de Premier ministre et de secrétaire général du parti à Mohamed Mzali. Il est digne de cette fonction aujourd'hui et dans l'avenir. En une phrase, le président Bourguiba a levé l'hypothèque qui pesait sur l'avenir de son Premier ministre. En fait, 6 ans après son arrivée à la tête du gouvernement tunisien, Mohamed Mzali avait bien besoin d'une confirmation du soutien présidentiel. Même s'il continue à se voir tous les matins au palais de Carthage, les relations entre les deux hommes ne semblaient plus au beau fixe. Au cours des derniers mois, Habib Bourguiba avait en effet imposé à Mohamed Mzali plusieurs revers. En 4 remaniements ministériels, le Premier ministre a dû se séparer de plusieurs de ses amis. Lui-même a dû laisser à un autre la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Un durcissement dans la vie publique s'est également fait sentir. Procès aux allures politiques, comme celui du principal opposant, Ahmed Mestiri, restriction à la liberté de la presse d'opposition. Des événements et des orientations qui tranchaient avec les idées démocratiques affichées par le Premier ministre. Pourtant, il y a un peu plus d'1 an, Habib Bourguiba avait, pour la première fois, désigné nommément Mohamed Mzali comme son successeur. Une confiance qui n'avait pas suffi à faire taire les intrigues de palais et les luttes internes au parti destourien. Au sein de mon parti, le PSD, chaque fois qu'il y a des élections ou une période préélectorale, eh bien, la tension monte. Parce que même au sein du parti, s'il y a par exemple 10 postes à pourvoir et 20 candidats, eh bien, il y a du sport en général. Mohamed Mzali n'est pas au bout de sa course. En 1986, se dressaient devant lui 2 obstacles majeurs, le congrès du parti, le voilà franchi. Restent les élections législatives, ce sera pour novembre.
En Espagne, où les élections générales auront lieu dimanche, le débat politique a bien du mal à concurrencer les passions déchaînées par le football. Ce n'est pas un hasard. En avançant la date des élections pour les faire coïncider avec le mondial, le Parti socialiste, au pouvoir depuis 4 ans, comptait bien renforcer ainsi ses chances de les gagner. Et décidément, la fortune lui sourit, puisqu'en plus, hier, l'équipe d'Espagne a remporté une victoire inespérée sur le Danemark. Francine Raymond a observé de près ce surprenant mélange de sport et de politique. Mercredi matin, comme tous les jours sur l'antenne de Radio A13, l'éditorial d'Alfonso de Ucilla. Dans 4 jours, les élections et ce soir, la sélection espagnole de football joue les 8e de finale. Le jeu de mots est facile entre sélection et élection. L'éditorialiste de la radio explique que le peuple espagnol a déjà voté pour la sélection de football. Côté élection, une victoire ce soir, c'est à coup sûr la majorité absolue pour le Parti socialiste. Depuis 2 semaines en Espagne, il est recommandé aux journalistes spécialisés dans la politique de s'intéresser aussi au football. Je pense qu'un parti comme le Parti socialiste qui gouverne tout le pays ne peut avoir fait coïncider exactement les élections générales avec le championnat du monde de football de manière absolument innocente. Les Espagnols visiblement ne se passionnent pas pour cette campagne électorale. Elle apparaît bien terne face au suspense entretenu par les footballeurs espagnols. Les élections de dimanche, pour les aficionados du ballon rond, c'est un peu comme un match en différé dont on connaîtrait déjà le résultat. La priorité est donc donnée au football. À la télévision, par exemple, la campagne électorale a dû s'organiser en fonction des retransmissions des matchs du mondial. Elle se retrouve coincée entre le match de 20h30 et celui de minuit. Même chose pour les leaders politiques. Ils ne font recette que s'ils tiennent compte des horaires de la télévision mexicaine. Résultat, la plupart des meetings politiques depuis 2 semaines ont lieu à l'heure de l'apéritif. Tous les meetings, tous les convocatoires pour les informations, les